Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé dans le passé, sur lequel on m'a souvent posé des questions, à savoir comment est-ce qu'on facture nos clients lorsqu'on a un studio d'enregistrement. Et puis là, ben, si vous n'avez pas de studio d'enregistrement, si vous n'avez pas de clients là, à facturer, restez quand même avec moi parce que je vais parler de comment fonctionnent les gros réalisateurs, les gros producteurs avec les artistes avec lesquels ils vont travailler. Vous allez voir, ça peut être quand même assez surprenant. Mais avant de commencer, les amis, je veux juste vous mentionner que j'ai présentement une grosse promotion avec 70% de rabais avec le code HIVER70. C'est sur toutes les formations à la carte et les bundles qui, eux, sont déjà à rabais. Fait que vous pouvez vraiment économiser énormément. Et puis là, ça inclut des heures de formation vidéo. Vous avez un accès à vie illimité. Vous avez aussi les chansons en format multipiste pour vous pratiquer à la maison. Fait que c'est, à mon avis, la meilleure façon de démystifier les techniques de mix et de mastering. Je vais mettre tous les détails et les liens dans la description. Alors, pour la rémunération, on a 3 façons de fonctionner. On va avoir un taux horaire, on va avoir un taux forfaitaire et on va avoir aussi les points de réalisation. Les points de réalisation, dans le fond, représentent un pourcentage que vous allez toucher sur les redevances des chansons. Ça, on va y revenir, on va en reparler. Commençons par le taux horaire. Le taux horaire, puis là, je vais vous parler évidemment de mon expérience personnelle. Moi, je fonctionne avec un taux horaire, généralement pour les services sur lesquels je n'ai pas vraiment de contrôle, à savoir généralement la prise de son. Par exemple, si j'enregistre une voix, moi, j'ai pas de contrôle à savoir est-ce que la personne va faire 2 ou 3 prises puis that's it, on va être content, ça va être terminé, ou est-ce que ça va nous prendre 25 prises puis 4 heures de travail avec 2 heures de comping pour réussir à avoir une prise qui a du sens. Ça, moi, je n'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. Fait que généralement, je vais fonctionner avec un taux horaire. C'est certain que si on parle d'une journée en studio d'enregistrement, généralement, je vais plutôt faire un package deal sur la journée parce que c'est un contexte qui est quand même souvent un petit peu plus relax. Puis aussi, si moi je fais le mix et le mastering par la suite de la pièce qui est enregistrée, souvent je vais demander quand même un petit peu moins cher, mais ce prix-là à la journée, généralement, va quand même être plus bas que le taux horaire, encore une fois. C'est des choses normales là, dans l'industrie. Comment on détermine maintenant ce taux horaire-là? Ça dépend de votre niveau d'expérience, ça dépend du matériel que vous avez pour faire la prise de son, de l'environnement, aussi des coûts liés au studio d'enregistrement, des coûts d'électricité, de location, bref, tout ce qui est lié au coût fixe de l'environnement. C'est certain que si vous débutez, on va généralement se baser sur le salaire minimum, puis on va majorer ça de 5 à 10 $ parce que c'est sûr qu'on ne demande pas le salaire minimum. Comme ici, présentement, je pense que le salaire minimum au Canada doit être de 14-15 $ environ de l'heure. C'est certain que même si vous débutez, ne demandez pas en bas de 20 $ de l'heure, ça n'aurait pas de sens. Moi, je vous dirais peut-être dans les 25 à 30 $ peut-être de l'heure si vous débutez. Vous pouvez aller jusqu'à 35, passer 35 $ de l'heure, là, généralement, on s'attend à ce que vous ayez quand même un certain niveau d'expérience. Fait que ça, plus vous allez avancer, plus vous allez pouvoir légèrement augmenter votre taux horaire. Puis c'est sûr que c'est aussi influencé par le coût de la vie, l'inflation, etc. Là, faut à un moment donné, on a tous des bills à payer. Puis au bout du compte, puis ça c'est bon pour toutes les façons là, de rémunérer, mais le taux horaire qui est le bon, c'est généralement celui que votre client est prêt à payer et est heureux de vous payer. Fait qu'il faut toujours garder ça en tête. Moi, personnellement, en termes de taux horaire, je vais généralement être dans les peut-être 60 à 75 $ de l'heure parce que j'ai beaucoup d'expérience. J'ai un regard quand même constructif sur l'interprétation, sur la prise de son. J'ai du matériel haut de gamme. Fait que c'est certain que je suis pas dans les moins chers. Puis encore une fois, comme je vous dis, c'est sûr que là, si on est pour 2 heures, là, je vais charger 150 $ plus taxes. Mais si on va pour 3, 4, 5 heures, là, généralement, je vais réduire, je vais faire des rabais selon le contexte d'enregistrement, puis ça, selon le nombre d'heures. Si j'ai pas de contrôle, puis je sais pas comment ça va prendre de temps, encore une fois, on y va avec un taux horaire. Moi, je vous suggère de ne pas vous sous-évaluer. Ayez pas peur de demander un taux honnête, tout en expliquant que toutes ces choses-là, ça se discute. Moi, le premier album que j'ai réalisé, j'ai rien chargé à l'artiste. L'entente que j'avais avec l'artiste, c'est que c'était lui qui payait les frais du studio dans lequel on enregistrait. Il s'arrangeait avec les musiciens, etc. Et moi, vu que je débutais, c'était clair avec l'artiste que je débutais. Fait que ça, faut pas avoir peur d'en faire des projets
au début gratuitement. Si vous avez la passion, je veux dire, je pense que c'est normal de faire des projets comme ça. Et par la suite, n'ayez pas peur de demander un taux horaire qui est normal parce que tout travail mérite salaire. Là. Ça, c'est bien évident. Maintenant, pour le prix forfaitaire, moi, je fonctionne comme ça. Généralement, pour les services sur lesquels j'ai relativement du contrôle, à savoir le mix et le mastering. Moi, j'ai quand même une bonne idée du temps que ça va me prendre pour faire le mix d'une chanson. Avant de donner mon taux forfaitaire, je vais toujours demander à écouter la chanson parce que si on est dans une chanson dance sur laquelle il y a beaucoup d'arrangements, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent, je vais pas demander le même prix que si c'est juste un guitare-voix ou si c'est une pièce de piano solo. C'est pas du tout la même implication et aussi, ça va pas être non plus le même nombre de corrections suite à la remise du premier mix. Hein. Parce que moi, dans mes tarifs, j'inclus toujours toutes les corrections. Fait que si une fois que le mix est remis, si on a 2 corrections à faire, c'est inclus. Et c'est aussi inclus si on a 12 modifications à faire sur le mix. Et pourquoi je fonctionne de cette façon-là? Parce que, premièrement, moi, j'ai pas la prétention de toujours remettre un mix parfait. Ça peut arriver qu'il y a des affaires qui restent à travailler, qui sont imparfaites. Ça peut arriver aussi que même si j'ai pris le temps de bien communiquer avec l'artiste, de bien échanger, ça peut arriver des fois qu'on ait des visions qui soient divergentes. Et puis, c'est une bonne façon de préserver aussi la bonne entente avec le client. Parce que si vous dites, je t'inclus 2 corrections, puis par la suite, c'est 50$ pour chaque correction, là, le client, à un moment donné, va avoir peur de demander des modifications, pour aussi être frustré de se rendre compte que son mix lui coûte beaucoup plus cher que ce qu'il avait prévu d'avance, pour des fois des choses sur lesquelles il va considérer que ce n'est pas de sa faute. C'est important d'évaluer les corrections que vous pensez qui vont être nécessaires suite au mix, puis après, c'est un gambling. Mais à mon avis, c'est vraiment la meilleure façon de préserver la bonne entente. C'est comme ça que les gens vont revenir vous voir parce que ces gens-là vont savoir que il n'y auront pas de surprise à la fin du processus. Puis le repeat business, comme on dit en bon français, là, les clients qui reviennent vous voir, c'est la base de n'importe quelle entreprise de service qui veut avoir justement un revenu annuel qui a du sens. C'est justement le fait d'avoir des clients qui reviennent vous voir. Fait que donc, le prix forfaitaire, comment on va le déterminer? Encore une fois, ça dépend de votre niveau d'expérience. C'est à vous d'évaluer le temps que ça va vous prendre pour faire justement un mix. Puis après, moi, c'est sûr que je m'assure toujours d'avoir une bonne communication avec les gens. Moi, personnellement, je base mon taux aussi sur le fait que j'ai beaucoup d'expérience, que j'ai quand même, je suis capable d'identifier assez rapidement s'il y a des problèmes majeurs dans les arrangements, dans la composition, puis je suis capable d'échanger sur ces aspects-là avec l'artiste si jamais on a besoin de modifier. Fait que ça, moi, il y a ça d'inclus évidemment dans mon tarif. C'est différent pour tout le monde. Si jamais vous voulez que je mixe un de vos projets, écrivez-moi. Généralement, j'adapte mes tarifs selon vraiment chaque projet. Moi, je suis pas dans les moins chers parce que j'ai beaucoup d'expérience. Puis encore une fois, toutes les corrections sont incluses et ça, à mon avis, ça se paye parce que des fois, on a besoin de faire beaucoup de modifications. Je m'assure vraiment de ne jamais échapper à un client, de ne pas, rendu à la fin, faire « là, tu m'énerves, va chier avec ton mix ». Non, je m'assure pour que ça soit agréable du début jusqu'à la fin, qu'on ait une bonne communication. Fait que ça, ça a un prix, évidemment. Puis généralement, les gens sont heureux de le payer parce qu'encore une fois, ils n'ont pas de mauvaise surprise. Ayez pas peur d'offrir votre tarif, de le proposer et après ça, d'en discuter si jamais ça fonctionne pas. Puis maintenant, les points de réalisation, moi personnellement, pour le mix et mastering, je demande jamais de points de réalisation parce que je considère que c'est pas moi qui fais le travail sur le terrain, c'est l'artiste qui doit promouvoir sa chanson, qui doit faire des spectacles, qui doit faire des entrevues, c'est pas moi qui fais tout le travail de promotion. Moi, une fois que mon travail est terminé, si l'artiste a du succès, fait de l'argent avec sa chanson, à mon avis, tout le mérite revient à l'artiste et je considère que je n'ai pas de redevance sur justement ça par la suite à mon travail de mix et de mastering. Cela dit, si jamais je fais un travail de réalisation, d'arrangement, là, c'est différent. Là, oui, on peut y aller avec un certain nombre de points de réalisation en plus d'un salaire. Et puis là, justement, les points de réalisation, si le salaire est plus bas, on demande plus de points de réalisation. Si le salaire est plus haut, on demande moins de points de réalisation. Mais si vous travaillez, je sais pas, avec un chanteur, une chanteuse qui vous arrive avec une mélodie, avec un texte, avec déjà une base de chanson et que vous faites tous les arrangements, la production, la prise de son, les voix, le mix, à ce moment-là, vous pouvez demander, à mon avis, un prix
pour justement tout ce travail-là, parce que vous allez y passer beaucoup de temps dans la production, ce qui vous assure déjà au moins un salaire minimum sur le travail qui a été fait. Puis par la suite, on demande des points de réalisation. Si jamais il y a un succès, vous allez à ce moment-là avoir une certaine partie de ces redevances-là. Lorsqu'on parle des gros producteurs, des gros réalisateurs, moi j'ai justement un artiste que j'avais mis en contact avec un gros réal. Puis là, je vais pas faire de name dropping parce que je suis pas vraiment à l'aise avec le fait de mentionner les artistes puis les réalisateurs, là. Mais pour un gros réalisateur qui, disons, a déjà produit des albums qui se sont vendus à des millions de copies, pour un album de 10 chansons, on peut s'attendre à un prix d'environ 100 000 $ canadiens. Fait que là, en euros, là, on est peut-être, je sais pas moi, dans les 80 000 €. En plus d'avoir beaucoup de points de réalisation, si là où les chansons vendent puis qu'il y a des redevances liées à l'album, là, la personne va quand même aller chercher beaucoup. Pourquoi c'est si élevé? D'un, la personne a fait ses preuves dans le passé en produisant beaucoup de chansons à hit qui ont généré beaucoup de revenus pour d'autres artistes, de un. De deux, cette personne-là souvent travaille pas seule. J'en ai déjà parlé là, dans d'autres vidéos, mais souvent ces gens-là vont déléguer beaucoup de parties du travail au niveau de la composition, des arrangements, de la production, puis vont superviser justement tout le processus. Dans cet argent-là, il y a le salaire de d'autres intervenants. Puis aussi, souvent, ces gens-là vont avoir des contacts dans l'industrie. Fait que souvent, ils vont pas nécessairement travailler avec n'importe qui. Si vous avez 100 000 $ à brûler, ça veut pas dire que ces gens-là vont accepter de travailler avec vous. Pour avoir un album à succès, ça prend pas juste un album qui est bon, hein. Ça prend un package deal. Faut que l'artiste ait une identité. Si on est dans de la pop, faut que la personne ait une bonne gueule, paraisse bien. Ça prend certains éléments qui correspondent à ce que l'industrie veut avoir. Fait que ces gens-là vont pas nécessairement travailler avec n'importe qui, même s'il y a beaucoup d'argent en jeu. Fait que voilà. Fait que ça fait un petit peu là, le parcours de comment on va fonctionner pour facturer un client lorsqu'on a un studio. J'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans la section commentaires. Ça va faire un grand plaisir de tâcher d'y répondre là, au meilleur de mes connaissances. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.